Ah, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Smeo Racing Talk, votre émission de débrief de Formule 1. Ouais, alors cette fois-ci, j'ai décidé d'appeler le Smeo Racing Talk. Je me suis pas forcément un petit peu foulé pour le nom. Hein, n'est-ce pas, monsieur? Bah, attends, tu sais quoi? Alors, même si j'essaye de changer le logo maintenant, malheureusement, il faudra que je le fasse sur toutes les scènes. La flemme. Voilà. Du coup, bonsoir à Patou Dublette, bonsoir à Mars Jackson, bonsoir à Babat qui sont dans le chat et bonsoir à toutes les personnes qui ne sont pas encore présentes dans le chat mais qui sont avec nous en train de regarder le stream. Bonjour à tout le monde. Apparemment, je vois que l'intro, j'aime bien ces Là, intros OMG. Oh, c'est gentil. les- l'intro, ça donne des émotions. Bah, j'essaie de faire en sorte que l'intro de mes streams, elle ait l'air ballsy, un peu burné, tu vois, c'est qu'elle donne envie. Ça, c'est Ballsy. ouais. Ballsy. C'est pas moi qui invente le C'est- terme, hein, je crois que ça vient de Gotaga, si j'ai bonne mémoire. D'accord. Bah, Et écoute. mais je suis content, ouais, une petite intro, histoire un peu de. Ouais, non, mais... Il fallait que ce soit une intro différente. C'est le 5 mars devenir la journée internationale du sel pour les fans de Ferrari. Ah, ah le monsieur ici, là, directement. Ah non, commence pas. Ah non, ne commence pas. Hein. Je tiens juste à rappeler que, en général, Mhm. la personne qui gagne le Grand Prix de Bahreïn est en général assez maudit parce qu'il ne gagne pas le championnat du monde. Et celui qui abandonne en tant que challenger est en général celui qui a de grandes chances d'être champion du monde cette année. Ça veut tout dire. On n'est que le 5 mars. On n'est que le 5 mars. Et le 5 mars, c'est aussi la fête des grands-mères. Voilà. Bonne fête, mamie. Bonne fête, mamie aussi. Même si j'ai oublié d'appeler comme un imbécile que je suis. Jusqu'à minuit, ça va. Ouais, mais je pense qu'elle est déjà au lit du coup, donc ça va être difficile. Du coup, alors, un Smeo Racing Talk. Alors, j'allais dire le deuxième de la saison, mais le premier traitant d'un Grand Prix cette fois-ci. Nous revenons ensemble sur le Grand Prix de Bahreïn 2023. Vous avez... non, je me trompe de sens. C'est ici, vous avez du coup la plupart le fil conducteur de l'émission. Il n'y aura pas de news cette semaine. On a un peu décidé à la rédaction, composée de nous deux, de savoir est-ce qu'on devait parler de Tonton Bernie ou pas, mais on s'est dit non. On va directement passer aux essais, étant donné que monsieur a beaucoup de choses à dire aux essais, n'est-ce pas? Beaucoup non, j'ai vu des choses, oui. Eh bien, je te laisse la parole pour. Alors, brièvement, j'ai pas eu le temps de malheureusement regarder les essais libres parce que j'ai un truc qui s'appelle une vie sociale et qui fait que je n'ai malheureusement pas pu faire tout un tas de choses comme j'aurais dû le faire. Non, Babat, il n'y a pas de news, hein, c'est pas la peine. Disons que les news, c'est en raccord avec ce week-end, donc ce sera dans les plus, plutôt. Oui, ce sera dans les plus. Donc je te laisse parler des essais pendant que je me fais une canette au bon jus de Lewis directement. Donc Un hommage à Ken Block, on essaye. Hein. ah oui, un hommage à Ken Block. Non, ouais, alors les essais, alors pas grand-chose au final, si ce n'est que Ferrari, c'est... Alors, pour faire dans l'ordre, Ferrari a plutôt bien caché son jeu le vendredi, puisqu'ils n'ont pas forcément montré de grands signes de force et de puissance, ils n'étaient pas forcément sur le devant de la scène. Euh, on sentait Leclerc un petit peu, pas perdu, mais bon, un peu dégoûté de voir que la voiture était pas au niveau qu'il espérait. Sainz était un peu dans le même mood. Euh, quoi dire de plus? Mercedes qui continue à, comment dire, Mercedes qui continue à faire cette espèce de culture de l'intox. En disant mais oui, mais la W13, on a gommé les problèmes, la W14, elle est comme ça va marcher et tout. On verra ça au moment des qualifs, mais bon, Toto Wolff a fait une petite déclaration quand même. Hein. Bon, voilà, hein, on verra après. Nous avons demandé Euh, à George de faire ceci, parce que c'est pour Lewis. let, let George pass for the championship. Bref. Ne Bref. brûlons pas les étapes, ne brûlons pas les étapes. Je n'ai rien dit.
Donc ouais, Mercedes, bon, avait l'air compétitive, mais sans plus. On avait plus l'impression de voir une pâle photocopie de l'année 2022, enfin du début de saison 2022. Et par contre, des Williams en forme, des Haas plutôt intéressantes, et surtout, des Aston Martin ultra présentes, avec un Fernando Alonso qui tape un P2 en première séance d'essai libre et qui fait le meilleur temps des essais libres 2. Là, ça commence à parler. Là, ça commence à parler. Autant les tests hivernaux, on en parle sans en parler parce que bon, on se dit, c'est les tests hivernaux, quoi, hein. Il y a pas d'enjeu, il y a pas. Ça donne une idée, mais en général, c'est pas forcément. Disons que les potentielles surprises qu'on pourrait avoir ne sont pas forcément là. Là, quand on recolle tous les morceaux, on se rend compte que le puzzle est plutôt bien formé et on se rend compte qu'Aston Martin, en fait, est très forte. Enfin, elle est très forte. Ben, on se La rend compte voiture a l'air que la voiture a l'air bien née en tout cas. on se rend compte surtout qu'Aston Martin n'avait pas caché son jeu aux essais hivernaux, ils avaient annoncé la couleur et que ben, de facto ils ont pas bluffé eux. Il y en a qui du coup ont voulu se la jouer un peu poker, sauf qu'Aston Hmm. Martin ils sont pas là, ils sont pas venus pour enfiler les perles, tu vois. Donc Apparemment non. non, ils sont, je pense, venus enfiler des darons, des mamans, tout ce que tu veux, mais ils sont pas venus pour enfiler des perles. Pas vraiment. Je mentionne quand même le fait que Lance Stroll, je cherchais son nom, que Lance Stroll est de retour après sa blessure de son accident de vélo, ce qui est Mm, un exploit honnêtement, parce que je crois qu'il a eu aussi pas mal d'aide de son physio notamment. Ouais. Mais on en parlera vis-à-vis de la course. Mm. Mais waouh, c'est pas mauvais honnêtement pour quelqu'un qui a dû conduire qu'avec Ouais. une seule main, hein, on va dire ça à Kubica. Ça aurait pu être bien pire. Oui, ça aurait pu être bien pire. Bah, finalement, comme quoi, ce n'est pas qu'un gosse de riche, il a du talent, ne serait-ce que dans une main. Donc, et aussi Ça bonsoir c'est. à Fouy Fouy TV également. Salut Fouy, comment tu vas? Ils viennent chez moi, Ah, Fouy. il vient de chez toi, ok, ça marche. Fan d'Aston Martin que je te disais. Ah, c'est lui, d'accord. Bah, C'est lui. il doit être content. Oui, 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 oui. Tu te calmes, Fouy. Tu te calmes. Ce n'est que la première course. Et Non, oui. on s'enjaillait l'année dernière pour Ferrari, regarde ce que ça a donné. Donc, Ah bah et ça. on connaît un peu le pédigré de Saint-Fernand. Tu sais très bien que au départ, ah là là, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est trop génial. Et puis à la fin, putain, mais c'est une merde cette voiture. Voilà, on connaît Fernand. Hein, il est comme ça, il a été comme ça partout. Hein. Oui, oui, c'est ça GP2 complètement. Engine, hein, rappelle-toi. Oui, ouais, ouais, ouais. Non, voilà. Ouais, j'ai vu le message, ouais. J'ai vu le message aussi. J'ai pas osé relever. Je ne relèverai pas, je ne relèverai pas. J'ai pas osé relever. Ça restera Non, entre oui. le chat et nous. Voilà. Tant Voilà. pis pour ceux Non, qui regardent ça en oui. rediff sur YouTube. Non, autrement, oui, oui, voilà, les essais libres assez intéressantes. Intéressant dans le sens où, voilà, Aston Martin n'a pas fait de l'intox, hein. La voiture a l'air bien née, elle démarre bien, elle fonctionne bien, elle fait du mal, elle claque des très bons temps. Et après, voilà, on en reparlera un peu plus tard, mais je pense dans la soirée, mais j'aime bien, ça me plaît. Bon, passons à la qualif. Je t'en prie. Alors, qualification, comme d'habitude, qui s'est fait en 3 temps, Q1, Q2, Q3. Hmm. Avec, nous allons passer du coup à la qualification principale. Alors moi je vais reprendre mon graphique parce que moi je l'ai en tout petit moi sur le retour écran, ce qui n'est pas très agréable, on va pas se mentir. J'ai un grand écran, j'ai une grande affiche. Alors donc pour la Q1, les éliminés sont Pierre Gasly, Nick De Vries, Oscar Piastri, yes, Kevin Magnussen et Logan Sargent pour un cheveu hein, directement. Alors, on nous voit pas par contre, hein. T'as mis l'écran sur Ah sur merde, les cams. ah merde, attendez. Je suis un débile, excusez-moi, pardon. Voilà, ce sera peut-être mieux pour moi. Là. Voilà, normalement vous devez y voir. Donc je disais, qualification. En Q1 ont été éliminés Pierre Gasly qui avait fait un temps mais qui malheureusement a été annulé parce que track limite. Donc Pierre Gasly, P20, Nick De Vries 19e, Oscar Piastri 18e. Yes. Kevin Magnussen 17e et P16 Logan Sargent. Alors l'anecdote veut que Logan Sargent fasse le même temps en Q1 que Lando Norris. Ils avaient fait 1 minute 31 652. Le truc, c'est que Lando Norris était passé
avant Logan Sargent et que Logan Sargent est passé juste après le Lando Norris. De facto, c'est Logan Sargent qui du coup est derrière Lando Norris. Donc, Fait chier. c'est dommage. Alors, non mais on peut quand même souligner, et moi je veux quand même le souligner, je veux comme souligner la bonne performance de Logan Sargent. On en a parlé tout à l'heure pendant la course. C'est un mec qui n'a peut-être pas eu le méga parcours de la mort qui tue, parce qu'on te vend Oscar Piastri comme la pépite. Hein, oui, une pépite de quoi? Je ne sais pas. Un grain de sable, moi j'appelle ça un grain de sable. Ouais, une pépite de gravier, certainement. Hein, parce que bon, c'est comme essayer de comparer de la Formule 1 et du karting. Hein, voilà, c'est... Donc, non, mais bon, on te vend ça comme une pépite. Eh, regarde, il a gagné la Formule Renault, il a gagné la Formule 3, la Formule 2. Ouais, et puis il a fini P18 et il a abandonné. Donc tu parles d'une pépite, sérieusement, excuse-moi, hein, mais bon... sans plus. Non, mais je tacle un peu Oscar Piastri parce que bon, il a une grande gueule visiblement. Bon, je pense que c'est son manager qui fait ça, mais bon, j'adore Mark Webber en plus, c'est ça qui est dommage. Mais non, plus sérieusement, je note comme la bonne performance de Logan Sargent qui avec quand même un peu de temps de roulage parce qu'il a fait des free practice la saison dernière, donc il a pu s'acclimater un peu à cette génération de Formule 1, donc il n'est pas inconnu dans cette génération de Formule 1, il connaît déjà. Mais pour un rookie, faire P16 avec une modeste Williams, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Ensuite, donc en Q2, les éliminés sont, si je ne dis pas de bêtises, Lando Norris en P11, Valtteri Bottas en P12, Zhou Guanyu en P13, Yuki Tsunoda en P14 et Alexander Albon en P15, Albon n'ayant pas fait de chrono lors de la Q2. Et le top 10, du coup, alors on va partir de la 10e position jusqu'au number 1. P10, Nicole Keinberg, qui apparemment n'a pas fait de temps en Q3. Il n'a pas tourné non plus. Il n'a pas tourné non plus. Esteban Ocon, du coup, en 9e position. Stroll en 8e position. Lewis Hamilton en 7e position. George Russell en 6e position. P5, Nando, du coup, Alonso. P4, Carlos Sainz. P3, Charles Leclerc. P2, Sergio Perez. Et P1, Max Verstappen. Ce qui nous donne du coup... alors, attendez, bougez pas. Non, c'est pas... Un joli top 10. Voilà, on va passer du coup à la course. Voici donc la grille de départ de ce Grand Prix de Bahreïn. Une grille de départ plutôt intéressante parce que Nando P5... c'était pas arrivé depuis au moins l'année dernière avec Alpine quand il a fait P2 au Canada, mais si on enlève ces années Renault, c'est pas arrivé depuis fort longtemps parce qu'il faut remonter jusqu'à Ferrari si on veut avoir d'aussi bonnes performances, et c'est plutôt intéressant, je dois admettre. Oui, bah, Alonso a confirmé. Hein, bon, le fait que Ferrari cachait son jeu pendant les essais libres, et ils ont réussi à claquer P3, P4. Donc ça prouve quand même que les Ferrari ont bien tenu le choc. Et Alonso n'a pas démérité, parce que quand on regarde les temps, Alonso, il est pas loin de Sainz, parce que Sainz est en une 30 154, Alonso une 30 336. C'est que dalle. Il y a rien. Il n'y a rien entre les deux, donc... Je note quand même lors de la Q1, Charles Leclerc qui perd un morceau d'aileron, me semble-t-il, un morceau de carbone de sa voiture. Drapeau rouge instantané du coup, avec Ferrari qui s'attelle à la tâche pour vite remettre la voiture en état pour que Charles puisse très vite faire un chrono. Il a réussi à aller jusqu'en Q3 et à faire une P3 bien méritée. Faut dire aussi que ça s'est bien battu sur la Q3, n'empêche, sur les derniers tours. Ouais. Donc, il y a eu des belles batailles. Carrément. Donc, au niveau de la course, voici donc la grille de départ. Et grille de départ qui est assez similaire à ce qu'on avait l'année dernière à quelque chose près. Je dis bien à quelque chose près parce que les Aston sont plutôt bien placés, honnêtement. P8 de Stroll, alors qu'il revient de blessure et il est toujours techniquement un petit peu en convalescence parce qu'il est suivi par son physio. Ben, c'est impressionnant. C'est impressionnant, comme quoi, même avec une main, ça prouve le talent de Stroll. Parce que tu vois, une main et demie. Il avait une main et demie et tu dis, mais attends, il est pourtant pas réputé pour être un pilote excellent, pour être un pilote correct. Pas forcément un mauvais pilote, parce que je pars du principe quand tu fais une pole position sous la pluie dans un circuit capricieux, c'est quand même que tu as beaucoup de talent, on va dire. Ballsy, c'est ça? Ouais, ballsy, ouais, comme on dit.
Donc là, pour le coup, ouais, ça s'appelle une grille du départ très intéressante. Et un Hülkenberg, 10e. Eh, c'est pas rien ça. Oui, oui. Stroll tournait son volant T1, 2, 3 à une main avec la gauche qui faisait le levier. Bah, il faisait comme il pouvait, surtout. Et Oui, il franchement- mettait sa main en dessous pour que le volant tourne bien comme il faut, ouais. Alors, C'est un ah oui, Hülkenberg. Nico Hülkenberg. Ouais. Eh, Il nous avait manqué. ah, il nous avait manqué. Et On en l'a pas parlant assez de vu pendant la course, c'est dommage. et en parlant de ça d'ailleurs, Nico Hülkenberg, il y a aussi du coup Pierre Gasly qui est du coup 20e. Et oui, les Alpines qui malheureusement ont bien morflé lors de cette séance de qualification. Ah oui. Et Et mais pas alors, que. on va en parler. On va en parler bien évidemment de cette course. Course qui, honnêtement, soyons réalistes, a été... Ça nous a manqué. 3 mois sans F1, ça nous a manqué, honnêtement. Ouais. C'est... L'émotion du premier départ, l'émotion du premier virage, Ah, tout. l'émotion Et- de retrouver une course commentée par Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. Oui. Oui, moi ça Oui. m'avait manqué, je suis désolé. Hein, L'émotion de leur vanne de merde quand ils savent pas quoi non mais dire. tu te rends compte que la F1 m'a tellement manqué que j'étais en train de regarder des pay-per-view de catch, c'est pour te dire, j'étais désespéré. Ah non mais Bah, c'est... heureusement que c'est revenu, hein. Ah bah heureusement que c'est revenu, ouais, parce que dis donc, j'ai cru que... Voilà. Bah, je continuerai encore à regarder du catch, bien évidemment, je charrie, je vanne un petit peu. Mais c'est vrai que ça m'avait manqué la F1 et... Bon, bah à la fin, voilà, on va pas parler de la fin tout de suite. Mais Ouais, on va déjà essayer de parler du début. oui, on va essayer déjà de parler du début. Ah là là. C'est. Ouais, le retour de la F1. Alors, retour de la F1, et déjà, au bout de 10 tours, on sentait déjà comment ça allait se passer. C'est-à-dire qu'on pouvait. C'est un peu comme. Comment dirais-je? Les 10 premiers tours, c'est la bande-annonce d'un film, mais on te dit tout du film pendant les 10 premiers tours, et du coup, les 40 qui restent, bah, t'es pas surpris, quoi. Ou presque. Ah ben oui. Oui, honnêtement. C'est la bande-annonce d'un blockbuster. En fait, c'est un petit peu le résumé de ce Grand Prix, quoi. Il y a eu pas mal de choses, hein. Attention, on va pas non plus dire que c'était un Grand Prix pourri et qu'on s'est endormi. C'était pas un siestodrome. Dans chaque Grand Prix, même quand il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a toujours 5-6 tours où ça se neutralise. C'est toujours comme ça. Voilà. Enfin, je dis ça comme ça. Moi, Ben, c'est vrai que oui, les premiers tours, je pense qu'il y avait l'euphorie du départ, l'euphorie de retrouver la course, etc. Puis on retombe un peu dans nos vieux travers finalement. Après, on se le dit souvent, les 3 premières courses de la saison ne sont peut-être pas forcément représentatives de la saison. Rappelle-toi la Non. saison dernière, Ferrari dominait les 3 premières courses, et puis finalement c'est Red Bull qui a repris le reste. Donc, avec un peu de chance, peut-être que Ferrari cache un petit peu son jeu, Asp cache peut-être aussi son jeu, Alpine, alors a tellement bien caché son jeu qu'il le cherche encore. Et du côté McLaren, je pense que Google Chrome a cessé de fonctionner. Donc, Pas fait de tour sur Twitter, toi, récemment? si, bah comme d'habitude. Hein, mais je fais ma veille concurrentielle, c'est pour ça. Donc honnêtement, les McLaren sont restés dans le fond de grille. Les Alfa Romeo ont été... Bah, ils étaient là sans être là, en fait. Il y a eu quelques Ouais. batailles avec les AlphaTauri, mais c'est pas non plus, c'est pas représentatif de la course, quoi. Ils se sont fait une bataille entre Alpha. Bah, Peut dire c'est que ça. Est-ce qu'on peut dire que c'était des mâles Alpha? Oh putain. Le retour Oh, ça de mes vannes commence. pourries. Oh, Oui, ça commence. mais là cette fois-ci c'est mon émission, je fais ce que je veux. Oh merde. Bon, à partir du Grand Prix d'Arabie Saoudite, venez tous chez moi. Le Non, volant de ouais, Piastri ouais. il tourne sur Internet Explorer 7. Oh non, t'es méchant. Il tourne, Oh. il tourne sur Windows 98, c'est pas pareil. À l'image du pilote, il tourne sur Windows 98. Ah non, merde, il était pas né. Oh, ça taille. Oh, ça taille. Oui, d'ailleurs, on s'était fait cette vanne-là parce que Ah non, Fernando non, Alonso... on a fait une vanne pire. On a fait une Oui, vanne bon. pire. C'est parce que limite, Oh. tu vois Fernando Alonso, tu vois Oscar Piastri. Fernando Alonso était déjà pilote de F1
qu'Oscar Piastri était même pas encore né. Hein, concrètement, il est né plus tard dans l'année. Mais c'est limite. Non, mais attends, mec, j'étais déjà là, On t'étais a- même pas né encore. Donc, bon, Je c'était peux pas. faire la suite de la, je peux faire la Vas-y, suite de la vanne. vas-y, fais-toi plaisir. Donc oui, on se disait ça, ouais, c'est que voilà, quand Alonso a démarré en 2001 chez Minardi, Piastri n'était pas encore né. Et donc voilà, donc Spéo disait comme quoi, mais, s'il te plaît, je commençais déjà à rouler, que t'étais pas encore né. C'est peut-être même moi qui ai pris ta mère. Et c'est peut-être moi ton père, Oscar. Donc reste à ta place. On avait dit pas les mamans. On avait On dit avait pas les dit pas les mamans. Oscar encore né, Oscar Fers. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ça m'avait C'est manqué une, ce genre idée- de blague. c'est une idée de t-shirt pour Mick, hein. Ah oui, Oscar, Mick, si tu nous Oscar regardes. Farsi. Oscar Farsi, c'est pas mal. Ah, Non, mais. mais ouais, non, les Alfa Romeo, malheureusement, N'empêche, on peut pas. Ouais. la Oui. pépite, hein. La pépite. La pépite Non, qui a dû mais. abandonner parce qu'il avait un problème de volant quand même. Hein, donc, Putain. Mais c'est qu'en fait, en plus, c'est un truc aussi qui est assez drôle parce que Piastri qui s'arrête au stand. Quand une voiture s'arrête au stand, t'as un mouvement de caméra qui suit. À l'arrière de la voiture s'arrête et en général, le temps que la voiture s'arrête, la caméra a le temps de passer devant et la voiture repart. Donc du coup, la caméra suit en travelling un petit peu la voiture jusqu'au bout. Là, la caméra a suivi, mais pas la McLaren. Du coup, t'as senti un arrêt caméra et un big zoom en mode problème. Tu sais, il y a une merde. C'est la saison démarre bien pour Oscar. C'est Ouf. Alors, il y aurait eu que Piastri encore chez McLaren qui avait des problèmes, je dis pas. Mais Norris, c'est pareil. Il était nulle part. Il était en perdition toute la course. Il a fini à 2 tours. Alors, il n'a pas abandonné. Moi, je pensais qu'il avait abandonné. Il n'a pas abandonné. Il a fini avec 2 tours de retard. C'est le seul à finir avec 2 tours de retard. Ce qui est quand même assez amusant, c'est que dans le fond de grille, tu avais Norris et tu avais Gasly. Gasly a fini, du coup, si je reprends 9e. il a fini 9e. Ouais. Donc, preuve que finalement, l'Alpine avait bien caché son jeu. Malheureusement, l'ami Esteban a aussi. Alors, on va en parler de ça aussi. Ah oui, a aussi abandonné, du coup. Alors, Esteban Ocon, ou comment on va dire, les commissaires de course ont décidé de bien casser les balls, du coup. Bah oui, mais Gasly a quasiment plus de points sur sa super licence ou avait quasiment plus de points, donc il fallait bien se rabattre sur un autre pilote. Ouais, non, là, je me demande si clairement c'est pas du French bashing quand même. Hein. Bah, ça, franchement, ça fait un petit peu, ça fait un peu cet effet-là, ouais. Parce que bah, c'est ce qu'il avait dit, Esteban Ocon. Il dit, je fais ça depuis des années. Depuis que je fais de la course, depuis que je suis en Formule 1, j'ai toujours fait comme ça. Et là, bizarrement, on me casse les couilles. C'est quoi le problème, quoi? Je veux bien croire que les règlements évoluent au fur et à mesure des saisons, qu'il y a peut-être une nouvelle réglementation pour cette année. Mais là, j'avoue, c'est vraiment casser les burnes, en fait, pour pas grand-chose. Parce que Esteban a fait le boulot, et on vient dire, ah non, c'est pas assez bien fait. Mais le mec, il vient de te le faire, sérieusement. Bon, bah, du coup, il a abandonné. Donc, voilà. Bah, il a abandonné parce qu'il savait très bien qu'il pouvait pas aller plus loin. Avec toutes les pénalités qu'il avait, il pouvait jamais remonter. Donc, on passe à la grille d'arrivée, du coup. Voilà. Oui, on peut passer. Alors, victoire de Max Verstappen devant Checo Pérez et Fernando Alonso pendant très longtemps. Outrageusement. Comment? Verstappen gagne outrageusement. Verstappen gagne outrageusement, mais en même temps, honnêtement, il est parti dès le départ. Il n'y avait plus personne après. Il n'y avait plus personne. Limite, en fait, c'était Charles Leclerc contre Sergio Pérez pendant les 3 quarts de la course, puis Charles abandonne sur pas de mécanique. Enfin, problème. Enfin, je n'ai pas noté le problème, donc. Pas de moteur, le moteur n'a plus de puissance en fait. Parce qu'après, Laurent Dupin l'interview entre temps. Et il dit, je sais pas ce qui s'est passé, là, plus de puissance, le moteur a coupé d'un coup, il n'y a plus de moteur, voilà, plus rien. Bon. Sachant que Ferrari avait quand même rajouté une batterie électrique avant la course pour Charles. Donc, ouais, donc c'est, je sais pas. Il vaut mieux que les problèmes de fiabilité commencent maintenant, un peu comme Red Bull l'année dernière. Il vaut mieux que leurs problèmes de fiabilité soient sur les 3 premiers Grands Prix. Comme ça, ils arrivent en Europe, ils sont refaits, tout va bien, et ça roule. Comme Red Bull l'année dernière. Moi, ça me dérangerait pas, absolument pas. Il y a aucun souci là-dessus. Sainz, c'était
Il était là, sans être là, il était en panique avec Bah, ses pneus. Ils ont des gros problèmes de dégradation de pneus, ça avait été annoncé, ça déjà dès les tests hivernaux. ouais. Mais Et que dès l'année dernière, c'était comme ça aussi. Ils n'ont pas résolu le problème encore. Ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Les softs tiennent pas. D'ailleurs, on s'était même fait la réflexion. On était très surpris de voir les stratégies soft hard et pas soft medium. Alors, c'est une théorie hein, assez bancale, mais la dégradation des pneus, est-ce que tu penses que ça pourrait être dû à la suspension? Parce que comme tu as une suspension à tirant, une suspension à poussoir, je crois, Ouais, je crois que c'est ça. donc tu as une suspension comme ceci et une suspension comme Hmm. celle-ci. Bah, une Est-ce que suspension à l'ancienne ou une récente. Et si en changeant de suspension, peut-être que ça solliciterait moins les pneus, donc ça les dégraderait moins les pneus, parce que justement ça te donne de l'appui avec la voiture, mais ça appuie du coup sur les pneus et ça dégrade beaucoup plus les pneus. Si tu changeais peut-être Hmm. de... C'est une théorie honnêtement, peut-être qu'en Ouais, une changeant de... répartition du poids peut-être aussi, je sais Ouais, pas. donc... C'est assez bizarre. Il l'avait dit, hein, Sainz, hein, il l'avait dit, hein, de toute façon, il faut. Son ingénieur le dit à la radio, il dit protège ta position, garde ta position, protège, protège. Il dit j'ai plus de pneus. Il dit j'ai pas de pneus, je pourrais pas protéger 20 ans quoi. Et ça s'est vu, hein, Alonso qui l'a doublé sans trop forcer, Sans façon de effort. parler. Sans Ouais, effort, sans il l'a trop doublé, mais d'efforts. alors sans effort. Après, on va en parler un peu plus longuement d'Alonso quand même, mais en dehors de ça, ouais, c'est enfin une première course, je dirais pas à oublier pour Ferrari, mais il y a beaucoup de leçons à retenir, quoi. Il y a beaucoup d'enseignements à conserver vis-à-vis de ce Grand Prix de Bahreïn. Pour moi, Sainz, ça fait le boulot d'un numéro 2, pas forcément d'un Hmm. numéro 1. Toujours quand Ferrari ou une équipe te dit oui, on a un 2 numéro 1, tu peux pas avoir deux mâles alpha. Tu Non, es obligé d'avoir un dominant et un dominé, c'est pas possible. Donc à c'est un moment ça. donné, t'as l'impression que c'est de la communication parce qu'il faut pas froisser le clan Sainz, alors qu'on sait très bien que Carlos ne sera jamais champion du monde, faut pas déconner. Donc malheureusement, c'est vrai que bon, Leclerc abandonne. On connaît un peu la tradition du Grand Prix de Bahreïn. On sait très bien qu'en Hmm. général, le vainqueur de Bahreïn n'est pas forcément le vainqueur du championnat du monde. Ça Oui. s'est prouvé sur ces dernières années. Donc, à voir ensuite ce que ça donne par la suite. Mais j'ai envie d'y croire. Dans 2 semaines, tu as Jeddah en Arabie Saoudite. Une autre configuration de circuit, autre configuration aéro. Donc là, il faudra Hmm. voir concrètement. Bah, ce qui est bien, c'est que le fait de démarrer la saison à Bahreïn, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y en a beaucoup qui disaient ouais, c'est pas comme avant, j'ai préféré quand la saison démarrait en Australie parce que voilà, il y avait cette espèce de tradition entre guillemets. Moi, je trouve que démarrer à Bahreïn, c'est pas forcément une mauvaise idée parce que faire Bahreïn et Jeddah, déjà, ça fait deux circuits avec deux configurations différentes où les écuries peuvent déjà avoir une bonne base de données, une bonne data pour les deux types de circuits, que ce soit des circuits rapides ou des circuits plus techniques. Parce que juste après Jeddah, ils partent en Australie, justement, Mhm. si je dis pas de bêtises. Et l'Australie, en fait, je dirais pas que c'est un mix des deux, mais c'est une bonne conclusion pour un rodage, tu vois. Rodage de début de saison. Tu as trois circuits complètement différents avec trois configurations totalement différentes. Et ils sont tout aussi techniques d'ailleurs les uns que les autres. Et moi je trouve que c'est plutôt une bonne, je trouve que c'est plutôt une bonne façon de bien entamer la saison. Après, une fois arrivé au quatrième, au cinquième Grand Prix, Miami, etc. Après, quand tu arrives en Espagne, bah, au moins tu as une bonne base, quoi. Je trouve que tu as une bonne base arrivé en Espagne maintenant. Les 3 premiers Grands Prix de la saison sont en général assez représentatifs des configurations, des types de configurations que tu peux avoir sur les circuits. Bahreïn, honnêtement, je le trouve assez proche de, par exemple, d'un point de vue configuration, je le trouve proche de ce qu'on pourrait avoir avec Barcelone ou Abu Oui. Dhabi. C'est des circuits qui sont alors relativement plat, bien évidemment, même si alors il y a un chouïa de dénivelé, hein, c'est pas Il y a 20, c'est il y pas a 20 mètres Francorchamps, de dénivelé, voilà, quoi. c'est pas Spa-Francorchamps, mais il y en a un petit peu, voilà, c'est ce qu'il faut se dire Hum, parce que ça faut prendre ça en compte lors d'un développement aéro hum. et malgré tout, Bahreïn est assez représentatif d'une catégorie de circuits. Tu prends par exemple Jeddah. Jeddah est assez représentatif notamment de circuits citadins, de circuits en ville, type Monaco. Alors, Monaco est un circuit en ville d'appui, là où Bakou et Jeddah sont des circuits en ville de vitesse. Moteur. Ouais, moteur, pardon.
Mm. Donc, ça te fait 2 configurations différentes. Et après, tu as Albert Park, qui est un circuit relativement plat, on va dire, qui là aussi est un circuit plus proche d'un circuit en qualité assez européen, on va dire. Même si, oui, je sais, l'Australie n'est pas un circuit européen, je sais. Mais le circuit, le tracé d'Albert Park est plutôt proche d'un circuit de ce qu'on pourrait attendre, un circuit européen. Un circuit à l'ancienne, surtout. Exactement, d'un circuit à l'ancienne. Merci, je cherchais le terme. Donc du coup, les 3 premiers Grands Prix en général sont plutôt représentatifs de ce qu'on pourrait peut-être avoir dans la saison. Maintenant, il faut voir si c'est jouable ou pas. Donc, certes, pour l'instant, Bahreïn et on va dire c'est un peu le redémarrage, il y a l'euphorie du retour de la saison, du retour de la Bien Formule sûr. 1. On est très heureux du retour de la Formule 1. La course est ce qu'elle est. Je n'ai pas forcément considéré que c'était un siestodrome, honnêtement. Non. Non, parce qu'on s'est honnêtement plutôt bien amusé. Ah oui. T'avais des retournements de situation, t'avais un classement général. Ah, vraiment, la composante Aston Martin, je crois que c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a le plus surpris honnêtement de toute la course, honnêtement. Parce que tu Oui. disais, bon, peut-être que dans les essais hivernaux, c'est peut-être de l'esbrouf, c'est peut-être de l'intox, peut-être que pas du tout. Mais en tout cas, Nando, on sait que c'est un revanchard. Il a jamais Oui. envie de lâcher. Il Ah veut bah oui. clairement son truc. C'est pour ça qu'il a un peu été capricieux sur la deuxième partie de saison chez Alpine. Mais disons que la première saison, c'était pour s'acclimater à son retour. La deuxième saison, c'était pour concrétiser avec la nouvelle génération de voitures. Mais le truc, c'est que Nando, il est impatient. Il veut y arriver. Et là, maintenant qu'il sait qu'il a une arme pour concrétiser vraiment des choses intéressantes de la saison, c'est là que ça va se jouer, je pense. Et Mm. là, si en plus Lewis n'arrive pas à concrétiser cette année, je sens qu'il y en a un qui va faire la gueule. Donc, et surtout, alors Ah Nando, lui, il va se frotter les mains, honnêtement. Hein. Lui, il va se dire, ah ah, bah je peux. complètement, oui. Surtout que là, maintenant, Lewis, il a 2 concurrents de taille, Verstappen et Nando. Et Russell. Oui, enfin, je parlais d'un point de vue champion du monde, mais oui, et Ah, Russell pardon. aussi. Alors, juste, je rebondis juste sur un message que Patou a laissé dans le chat quand il parle de Sainz en disant ne jamais dire jamais. Sainz, c'est possible, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Le truc, c'est que Sainz n'a pas l'étoffe et n'a pas les épaules pour être un pilote numéro 1. Ça, c'est ce que je pense. Perso, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut concernant ce pilote. Mais je, je trouve qu'il a pas. La saison dernière, il a gagné en confiance, mais pas en. Comment dirais-je? Le côté prise de risque, tu vois, il a pas ce côté prise de risque et ce côté foncer dans le tas. Il a la fâcheuse tendance à un peu trop calculer les trucs et je trouve ça un peu dommage. Par contre, pour te répondre, Sméo, par rapport à Alonso et par rapport à Aston, au début des tests hivernaux, quand on voyait Aston Martin tourner, Alonso était confiant, Lance Stroll était pas confiant parce qu'il était pas là, donc c'était Drugovich. Drugovich s'était super bien défendu, il disait même, voilà, la voiture fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis, bon, c'est de l'intox, tu sais, c'est un peu de l'esbrouf, comme ils font tous les ans. Et arrivé à la fin des 3 jours de test, quand j'ai vu que Toto Wolff, Toto Wolff hein, pourtant, hein, Mm. que Toto Wolff commençait à dire que sur des simulations, Aston Martin pouvait jouer P2, je me suis dit, bon, il brasse de l'air juste pour cacher son jeu, tu vois. Mm. Red Bull commence à parler en disant que Aston, fallait se méfier d'Aston Martin. Mais de toute manière, Et, c'est tout bénef pour Mercedes. Hein. bien Parce sûr. que eux, ils vont avoir Et, ils vont avoir droit à toutes les datas moteurs d'Aston hum, Martin. Donc hum, eux, ici, ils vont encore faire une saison sur la touche et ils vont se frotter les mains pour 2024. Hein. oui. Sauf qu'il faut que la voiture suive le rythme, il faut que le châssis suive le rythme, ça c'est pas dit. Et, et moi, ce qui m'a surtout le plus inquiété, c'est chez Ferrari. C'est chez Ferrari parce que quand Alonso balance au bout des 3 jours de tests hivernaux que ils ont fait des tests ils ont fait des tests de simulation de course en même temps que Ferrari au même moment pendant la dernière journée de test et qu'ils se sont rendus compte que l'Aston Martin était plus efficace et plus rapide que la Ferrari sur des longs runs. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Au vu de la course de cet après-midi, je dirais pas que j'ai peur pour Ferrari,
Mais je dirais bravo Aston et j'espère que la hype va pas retomber, quoi. Ben, C'est surtout ça. si on prend note, sur toute l'année dernière, Aston a, on va dire, amélioré leur philosophie de voiture par Mhm. petites touches. Ils C'est ont ça. pris à droite et à gauche. Ils sont inspirés de Red Bull. Ils sont inspirés de Ferrari. Et ils ont un excellent moteur qui est le moteur Mercedes. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé toutes les meilleures composantes pour se donner les moyens de réussir. C'est-à-dire Mhm. que on se moquait d'eux parce que c'était l'héritier de Racing Point, qui était l'héritier de Force India. Et on se disait, Etc., etc. jusqu'à Jordan, si vous préférez monter. Oula. Et concrètement, on se disait, ouais, bon, Lawrence Stroll a acheté une coquille vide. Sauf qu'en fait, non, Lawrence Stroll, il est pas venu là pour enfiler des perles. Il est Non. en train de vraiment investir sur sa réussite et il veut réussir. En même temps, bon, il mise aussi sur sa propre marque qu'il a achetée, c'est-à-dire Aston Martin Lagonda. Donc là, il est obligé, il n'a plus le droit à l'échec. Là, c'est de l'investissement, il lui faut un retour sur investissement. C'est pas Vijay Mallya, le mec. C'est-à-dire que là, concrètement, il a sa réputation professionnelle et il a sa réputation de marque, donc marketing, qui est en jeu. Il se doit de réussir. Et là, clairement, tu prends l'Aston Martin de cette année, c'est l'Aston Martin de l'année dernière, déjà fortement amélioré au fur et à mesure. Tu regardes la deuxième partie de saison, bah, Vettel a quand même pas mal contribué aussi au développement de la voiture l'année dernière. Ils n'ont Bien fait sûr. que se baser sur l'évolution de tout ça. Et d'ailleurs, on Mhm. nous dit dans le chat qu'il y a pas mal d'ingénieurs de Red Bull qui ont quitté Red Bull pour aller vers Aston Martin. Voilà, donc. Il n'y a, pas de y a pas de miracle, hein. Je veux dire, c'est. Voilà, quand tu récupères des éléments humains d'un top team ou de la meilleure équipe pour ton écurie, tu fais comme un transfert de données. Mm. C'est la même chose. Et il a raison, Babat, quand il dit ils ont une bonne mémoire. Bien sûr qu'ils ont une bonne mémoire. Enfin, c'est Helmut Marko qui l'a dit, mais oui, ils ont une très bonne mémoire, bien sûr. Bah, Bien sûr. ils ont une très bonne mémoire, mais en même temps, c'est leur métier d'avoir une très bonne mémoire, surtout dans ce domaine-là, parce que Bah, là, bien sûr. on parle quand même du développement d'une voiture. Oui, Et la Formule 1 est un sport où le physique et le mental d'un pilote comptent, mais où la voiture compte tout autant. Et Aston Martin, ils veulent réussir. Ils sont pas là pour faire de la figuration. Certes, moi, alors, c'est. par contre, on va pas se mentir, la F1 est un sport qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Réellement. C'est Bien vrai. sûr. C'est-à-dire que tu ne réussis pas la première saison. Tu ne réussis pas la deuxième saison. En général, tu réussis au bout de la 3, 4, 5e saison. Regarde Mm. Toyota dans les années 2000, par exemple. 2002, ça n'a pas forcément été si incroyable que ça. 2003, avec Panis et Damata, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Ouais. 2004 et 2005, c'est avec notamment l'arrivée de Trulli, ça a commencé à vraiment booster l'équipe. Et arrivé 2007-2008, l'équipe a commencé à vraiment grimper, sachant que par la suite, a été en 2009, ils auraient pu peut-être rafler quelque chose. Et 2010, s'ils étaient Mm. restés, ils auraient pu. Voilà. Donc, Mm. Alain Prost le disait quand Prost Grand Prix a coulé, il le disait au micro de Thierry Ardisson, il te faut 10 ans en F1 pour faire quelque chose de viable. Maintenant, peut-être que la donne a changé, mais, mais concrètement, tu vois Aston Martin, les 10 ans, ils y sont pas encore. Mais Alors, si tu regardes les. si tu prends Racing Point et maintenant Aston Martin, oui, t'en es à quoi, 5-6 ans, donc. Si tu compares par exemple l'évolution de Toyota avec l'évolution de Aston Martin, Racing Point, etc., quand tu regardes depuis le rachat de Lawrence Stroll, bah, on est sur à peu près le même nombre d'années, hein. À quelque chose près, oui. On est sur exactement le même nombre d'années. Donc moi, je ne serais pas surpris que Aston Martin fasse très exactement ce que Toyota n'a pas pu faire par manque d'argent, c'est-à-dire tailler du top team au bout de moins de 10 ans, Mm. puisque Lawrence Stroll est arrivé en 2017. 18. 18 8, 18 parce 9, que 10, c'était 11. l'année où Stroll était encore chez Williams avec Sirotkin. Ça fait 6 ans. Donc. Ça fait 6 ans et calcule Toyota. Ça fait pareil, à peu près. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça te fait 8 ans. à 2 ans près, ça se tient, quoi. Oui, totalement. Petite info, carte vitale vient de chez moi également. Ok, ça marche. Mais j'ai ramené tous les Ça, copains. je l'avais reconnu étant donné que c'est un habitué des American Truck Simulator, je crois. Et autres, Et autres, oui. effectivement.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc oui, oui, non, voilà, Aston Martin, j'espère juste pour Aston Martin que la grosse hype et la grosse perf ne va pas s'arrêter dès le Grand Prix d'Émilie-Romagne et que ça va être comme ça toute la saison. Et au vu de ce qu'ils ont l'air d'annoncer, je pense un top 4 ou un top 5 constructeurs, c'est pas déconnant pour cette saison. Et tant mieux pour eux, Ah, parce que tant mieux pour eux. je pense qu'un top 3 serait réalisable. 3, tu penses? Top 4, top 3 constructeurs, honnêtement, c'est Ah totalement ouais? jouable. Je veux dire, Bon, ben, Stroll prenez n'est. des notes, les gars. Bah, honnêtement, si on y réfléchit de plus près, Alonso est un très bon pilote, excellent parce qu'il a quand même 2 titres de champion du monde à son actif. Je Il suis a, forcé de reconnaître que c'est vrai. il a certes eu des hauts et des bas. Il a eu des hauts Mm. avec Renault et un petit peu Ferrari. Il a eu beaucoup de bas, notamment avec McLaren. Oh oui. Donc, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de choses dans le domaine de la Formule 1, qui a connu plusieurs générations de pilotes. Il a connu la génération Raikkonen, Montoya et Michael Schumacher. Il a connu la génération Hamilton, Rosberg, Vettel et Button. Eh, Donc va c'est... pas aussi loin, hein. Je t'ai fait mal tout à l'heure en le disant, hein. Hamilton et Alonso aujourd'hui, enfin cette saison, Ah putain sont oui. les deux. Ah. Ah, Alors je vais la refaire pour tout le monde, ouais, vas-y, vas-y. mais cette saison, si on regarde tous les pilotes qui sont présents dans le paddock de F1 2023, Alonso et Hamilton sont les deux seuls pilotes ayant commencé leur carrière en Formule 1 avant 2010. Puisqu'Hamilton a démarré en 2001 et Hamilton en 2007 et Alonso en 2001. Mm. Donc ça veut dire que ce sont les deux vieux briscards et on a eu la preuve cet après-midi avec une super bataille entre les deux que les vieux briscards ils savent piloter quand même encore un petit peu. Hein, tu vois, Ben, ils ont ah ben, encore le coup de volant quoi. la bataille Alonso-Hamilton était presque un remake de Rosberg-Hamilton 2014. Ouais, Au même complètement. endroit en plus, donc... Oh le piqué, oh le piqué, Ah ouais, mais clairement, c'était oh magnifique. ce move. Mais il est juste parfait ce move. Tu fais ça à Verstappen Hamilton, il y a carton. Oui, mais Hamilton, bon, il se crache avec Verstappen, c'est fait exprès à la limite. Hein. Et puis il va dire, ah, c'est la faute de Max. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr, j'allais te le Non, dire. voilà. C'est Mais honnêtement, si on est un peu réaliste, Alonso veut la gagne. Alonso bien sûr. veut gagner. Il veut. Mais il l'aura. Il... Il l'aura, Alors, c'est il sûr. aura, je sais pas. Il peut l'avoir pour sûr. Il l'aura, c'est difficile à dire. Parce Tu que. lui mets un fait de course, il gagne. Regarde Gasly, regarde Ocon, ils Attends, ont attends, gagné attends, attends. comment? Oui, mais il y avait un fait de course derrière, il y avait un contexte. Hein. Ouais. T'avais par exemple, une remontée en 2020 d'Hamilton parce qu'il avait perdu du temps à cause Ouais. d'une pénalité. Mm. C'est compliqué comme contexte. Et en 2021 avec Ricardo, c'était aussi parce que les deux de devant s'étaient rentrés dedans. Mais là, on parle comme d'Aston Martin. C'est une écurie qui, techniquement, sur le papier, est assez jeune. Elle n'a pas encore connu, du coup, on va dire, ce goût de la victoire et cet acharnement, en fait, pour réussir. Même si Nando va tout faire pour aller le plus loin possible et aller le plus haut possible dans le classement, ça reste Aston Martin. Aston Martin, ils sont, en termes de qualité, ils sont autant qu'un McLaren ou qu'un Alpine. C'est-à-dire que ça fait un bail que la victoire, ils l'ont pas connue. Donc, Ouais. Le podium aussi, hein. podium aussi. Bah, l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec Vettel sur un podium en À Azerbaïdjan. Bakou. Voilà, à Bakou. Bakou, il y a 2 ans, ouais. Mais c'était dans un contexte très différent. Donc là, maintenant, Alonso peut réussir. Mais il va falloir qu'il mette beaucoup d'eau dans son vin et qu'il fasse pas de l'esbrouf comme d'habitude, c'est-à-dire oh là là, c'est tout beau, tout haut, c'est trop bien, merci à vous, c'est trop super, Ouais, mais voilà. Et qu'à la fin de là, la... il est content, c'est normal. Première Oui, course oui, avec sa oui. nouvelle écurie, il fait podium. Moi, je On- serais à sa place, je on- serais hyper ouf. Bien sûr, mais on connaît aussi le comportement de Fernando, on sait très bien que ça va être une attitude. Pour l'instant, tout est tout beau, tout rose, et à la fin, ça va être un peu plus compliqué.
C'est surtout si la voiture ne lui donne pas ce qu'il veut. Après, je suis d'accord avec Babat quand il dit que voilà, il a jamais été aussi dalleux que maintenant. Et ça, on en a parlé cet après-midi. Il a osé faire des trucs avec la Stone qu'il ne pouvait pas faire avec l'Alpine l'année dernière, tout simplement parce que l'Alpine, dès que tu tapais un peu dedans, eh ben, elle toussait la voiture. L'Alpine, elle Oui. toussait. Quand tu tapais dedans, la voiture ne voulait pas. Parce qu'elle n'était pas faite pour ça. C'est surtout ça le truc. Alors que Aston Martin, la voiture a l'air d'être bien née. Comme tu dis, ils ont pris un peu partout. La voiture marche bien. Le châssis a l'air d'être très bon. Le moteur a l'air de suivre la cadence. Alonso, c'est un pilote d'attaque. Il est pas, il est très bon gestionnaire de course, mais moi j'ai toujours considéré comme un pilote d'attaque, tu vois. Et là, il a osé faire des mouvements, il a osé faire des trucs avec sa voiture qu'il aurait jamais pu faire avec l'Alpine pendant 3 ans. C'est sûr et certain. Il aurait fait ce qu'il a fait avec il aurait fait ce qu'il a fait avec l'Aston Martin. Il le fait avec l'Alpine, l'Alpine. Il y a un truc qui cassait, c'était sûr. Oh, c'était sûr aussi, ouais, je pense. C'était On sûr. le voit bien avec le Mexique de l'année dernière, en 2022. Ah Oui, bah oui, clairement, la voiture, elle a bien sûr. cassé. Donc, Ah oui, j'ai envie d'y croire pour Alonso, mais je moi sens aussi. qu'à un moment donné, ça va faire comme Ferrari l'année dernière. C'est trop beau. C'est trop beau. Il y a un truc parce que, à moins que clairement Aston Martin avait une carte secrète, une carte magique, où concrètement, ça va complètement changer la donne. J'attends de voir. Pour moi, le baromètre, c'est les 3 premiers Grands Prix. Pour moi, les 3 premiers Grands Prix sont censés être le baromètre du reste de la saison. Et Hmm, on l'a bien vu l'année dernière, ça a été assez représentatif de la saison. C'est-à-dire que les c'est premiers vrai. Grands Prix, Red Bull a été un peu à la peine. Sur le reste, c'est-à-dire par la suite, tu as eu Australie et Imola, donc à partir des 4 premiers Grands Prix. Donc, clairement, Red Bull, on se recroise. Et hop, c'est fait. Du coup, Ah, et ça a été représentatif de toute la saison. ouais. Donc, on verra bien. Si Red Bull est déjà en train de dominer les 4 premiers Grands Prix, c'est fini. On remballe, on plie les Ouais. gaules et on y va. On sait très bien Faudra que s'intéresser au midfield. on va s'intéresser du coup à la P2, P3 et P4 parce que là, si Aston Martin vient jouer la bagarre avec Mercedes et avec Ferrari, non, oui, oui, Hmm, Ferrari, oui. ouais, ouais, ouais. Et ça veut dire quoi, honnêtement, ça va faire tout drôle parce que Mercedes ne sera plus du tout l'écurie de pointe qu'elle était. Elle va tomber dans le midfield, hein. Elle va devenir Ah McLaren. ben, oh, peut-être pas Peut-être McLaren, pas, mais oui, mais ouais, elle va devenir ce qu'était Aston Martin il y a 2 ans. à peu près, oui. Les rôles vont s'inverser, c'est-à-dire que l'écurie client va passer devant l'écurie Alpha. Donc en fait, ça veut dire que ce sera une Aston Martin grise. Enfin, noire pour le coup. Hmm, Ah, Mercedes is the new McLaren. ah, tu Oui, vois, bah oui, je l'avais dit, parce que oui. McLaren était en pointe durant les années 90 et 2000, arrivé à l'ère V6 hybride en 2014, McLaren est tombé si bas. Voilà. Et encore, c'est Ah, plutôt attends, bouge. 2015, techniquement. On me dit dans l'oreillette que Daniel Ricciardo est en train de danser un sirtaki. Eh, ça valait le coup de virer du coup Daniel Ricciardo pour mettre un jeune pousse qui clairement n'est pas à la hauteur. Euh, Franchement. T'avais dit 3 grands prix. On va pas dire grand-chose aujourd'hui. On Oui, dira pas oui, ouais, grand-chose à ouais, ouais. Jeddah. On attend Melbourne. Ouais, on va attendre Melbourne directement, ce sera plus simple. Mais Donc, on verra bien, on j'aimerais verra bien. bien. Ouais, à surveiller Aston Martin. Vraiment à Ouais, surveiller. ouais. Autant il y a 2 ans, on disait ça serait un Racing Point 2.0. Ils ont Vettel qui est en fin de carrière, il a plus envie de se faire chier, il va se la jouer Raikkonen. Et on n'avait pas Non, forcément alors, tort. je réponds dans le chat à Babat. En fait, je ne juge pas Piastri. Je me permets de balancer quelques fions, mais dans l'ensemble, j'ai rien contre lui personnellement parlant. Disons que je le charrie un petit peu, mais honnêtement, je n'ai rien contre lui. C'est juste que son comportement de l'année dernière m'avait un peu agacé en étant un peu trop prétentieux. Ça m'avait fortement agacé parce que clairement, tu te dis, t'as des pilotes qui tueraient pour être dans ta position et tu craches sur l'écurie qui t'a investi et qui t'a donné ta chance pour aller vers une autre écurie qui a tout à prouver, honnêtement. Genre, tu aurais pu aller chez Alpine où tu as un semblant de stabilité et de fiabilité. Tu pars chez McLaren qui n'est pas performante.
Mm. Parce que venir dire ouais c'est la faute de Ricardo, non mais Ricardo le mec il est vainqueur de Grand Prix. Non, Ça. Lando n'a jamais gagné un seul Grand Prix. Hein. Donc excuse-moi mais je suis désolé, pour moi le move était très risqué. Ouais. Tu serais resté. Alors, peut-être qu'il s'est dit ouais mais Nando je sais pas s'il va, il va partir ou pas, ou si Esteban va partir ou pas. Bah je vais voir si je peux avoir de la chance ailleurs. Problème, je trouve que c'est assez irrespectueux. Et le problème, c'est que c'est aussi un peu. Est-ce que Alpine est responsable parce qu'ils auraient dû normalement verrouiller le contrat? Peut-être que c'est tort partagé, je dirais. Je sais pas. Oui, Alpine a très mal joué son coup. Moi, en fait, Piastri, c'est peut-être pas un mauvais bougre, c'est peut-être pas un mauvais pilote ou quoi. Reste à voir. C'est que sa première course, première saison en F1. On va pas tout de suite lui balancer des fions. Ouais, on verra bien, on verra bien. Mais je trouve personnellement que il aurait mieux fait de se la fermer. Il aurait mieux fait de se la fermer. Le truc, c'est que tu prends par exemple, prenons des rookies ou d'anciens rookies. Tu prends par exemple Joe Guanyu l'année dernière, tu prends Logan Sargent cette année, même Drugovic par exemple. C'est des gens que on n'entend pas. Ils parlent Hmm. pas, ils restent. Logan Sargent. Ouais, Logan Sargent, t'as l'impression que c'est Bébou. Le mec, il est trop choupi, il est trop mignon. Il fait pas de vagues, il est trop sympa. Il fait le Hmm. boulot, il est humble. Regarde par exemple pour la qualif. Il a échoué en Q1. Ben, en Q2, il était à côté du staff, dans l'écurie. Il aurait très bien pu aller dans son motorhome. Non, il était avec l'équipe et regardait les performances d'Albon. Et ça, c'est team player. Et ça, franchement, Hmm. eh ben moi, j'apprécie ce comportement. Et puis, de toute façon, les résultats sont là. Hein. P16 au départ, P12 à l'arrivée. Merci, bonsoir. Et au passage, tu prends par exemple un C'est tout. Drugovic. Drugovic, ben, regarde, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas forcément cette génération de voitures parce que Logan Sargent a conduit du coup en free practice l'année dernière. Mais Drugovic ne connaissait pas, lui, la voiture, en tout cas cette génération de voitures. Et malgré C'est ça. qu'il soit champion du monde de Formule 2 en titre, et ben Logan Sargent, qui lui avait fini P6, je crois, du championnat de F2 l'année Wow, dernière, ouais. a fait mieux que Drugovic. Dans des Hmm. essais, alors je sais c'est des essais, c'est peut-être pas représentatif, mais ça Ça compte reste quand des même. essais, hein. Ça, Bien sûr. voilà. C'est wait and see, mais ça démarre pas sur les meilleurs auspices pour McLaren, en tout cas. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir New Caris. Bon, on passe au plus, du coup. J'avais juste, je voulais parler de Logan Sargent, moi, Ah bah personnellement. vas-y, parle de Logan Justement, Sargent. je voulais parler de Logan Sargent, mais je voulais surtout parler de Williams dans sa globalité. Ah bah fais-toi plaisir. Parce que Williams, on les a pas forcément beaucoup vus ni entendus non plus. P15, P16, j'ai trouvé que c'était des bonnes qualifs quand même. Ouais. Au départ. Ouais. Parce que ne plus voir Williams en fond de grille, ça fait quand même plaisir. Ah carrément. Voilà. Et de voir que Logan Sargent a chatouillé la P10 pendant un certain laps de tour et voir que Albon finit P10, c'est pour moi la meilleure entame de Williams depuis des années. Hein. Et je trouve que c'est très encourageant et très intéressant pour l'avenir et pour la suite de la saison. Parce que, comme je te disais en off, là pour le coup, Williams, pour moi, ils ont, je pense, le meilleur line-up qu'ils aient pu avoir depuis quelques temps. Tout simplement parce que Albon, dans un premier temps, c'est un Russell en puissance. Dans le sens, Ils sont du même ils se niveau. valent ils sont tous les deux du même niveau, ils se valent tous les deux, dans le sens où Albon, c'est quelqu'un qui apporte énormément de bonnes choses dans une écurie, mais malgré ce qu'on a pu entendre et voir. Il bosse vraiment bien, il fait ce que Russell faisait chez Williams à l'époque, c'est-à-dire que il tire l'écurie vers le haut et il essaye de faire avancer l'écurie du mieux qu'il peut du fait de son statut, pardon. Et on a à côté un petit rookie, Logan Sargent, qui certes arrive avec des billets, mais je suis désolé, première course, il s'est pas craché lui. C'est pas Mazepin, parce que Mazepin il arrive avec une mallette de billets, mais le mec il a rien fait de particulier. Alors que tu prends Logan Sargent, il a un coup de volant, il a des victoires en catégorie junior. Ok, il a pas de titre à part, je crois, des titres en karting, mais au final, il a fait des trucs sympas quand même. Donc, voilà, et puis c'est surtout que, voilà, P12 quoi. Faut P12, le faire le P12. Hein.
il faut le tenir. Guan Yu Zhou a fait la même la saison dernière. Cette génération de rookies, là, cette génération de F2, moi, elle me plaît bien parce que c'est des gamins, entre guillemets, hein. C'est des gamins qui avaient tout à gagner en F2. Ils avaient une hargne, ils avaient une rage, ils ont fait leur preuve en F2. Ils sont récompensés en étant en F1 et les mecs tiennent la baraque. Faut dire Et les aussi mecs tiennent la baraque, quoi. Bon, ils ont la voiture pour aussi. Mais. Faut dire aussi que pendant des années en F2, t'avais un creux à un moment donné, parce que t'avais des Latifi, t'avais des Luca Giotto, t'avais des pilotes qui clairement étaient là depuis 3, 4, 5 ans, qui n'ont jamais vraiment percé. Et pendant ce temps-là, Leclerc arrive, il gagne le championnat. Je crois que Gasly est arrivé, il a gagné le championnat. Tu as Mick Schumacher, il arrive, il gagne le championnat en 2 ans. Enfin, En 2 ans, mais il le gagne. Ouais, voilà. mais il le gagne quand même. Il le gagne quand même. Nick De Vries, pareil. Russell, pareil. Tu as aussi Nick De Vries, je crois que je l'ai déjà dit, pareil. Piastri, pareil. Donc, tu as une génération de personnes qui, clairement, ont le dent qui raye le parquet. Et la F2, c'est ça. F3, F2, c'est des catégories où, clairement, tu as les petits jeunes, ils ont les dents qui rayent le parquet et ils veulent prouver clairement qu'ils en ont dans le calbut. Donc, ah oui, alors, on en parlera de Porsche dans les plus, pas tout. Mais concrètement, quand tu vois la génération Joe Guan Yu, de Piastri, de, Mm. de, de, Yeah. de Logan Sargent, clairement, c'est même pour cher, hein, si on va par là. Mm. C'est une génération de jeunes pilotes qui, clairement, ils ont l'art, ils veulent aller en F1. Et le problème, c'est que maintenant, ça devient ultra compétitif pour très peu de place. Beaucoup d'appelés pour peu d'élus, finalement. Donc, c'est ça. Et puis, enfin, je suis désolé, mais oui, et puis ils tiennent la route, quoi. Ils tiennent la route. Pour le coup, si on enlève 2-3 électrons libres, les mecs, ils ont un coup de volant, hein. Ah, carrément. Ils ont un coup de volant et puis ils apportent quelque chose de vraiment bien. De vraiment très très bien. Bah, de vraiment très très bien. Donc, oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup cette génération, personnellement. elle est très prometteuse et ça peut donner du bon pour le futur. Bien sûr. Donc, et d'ailleurs, en parlant de génération, c'est là que tu t'aperçois que la génération Verstappen-Leclerc s'est assagie avec le temps. Parce que Ouais. Leclerc, il est arrivé en 2018 en Formule 1. Verstappen, il est arrivé en 2016 en Formule 1. On est quand même en 2023. 2015. Oui, pardon, 2016, c'est son arrivée chez Red Bull. 2015 chez Toro Rosso. Ouais. Donc, tu sens qu'ils se sont assagis avec le temps. Ouais, ils ont pris de la maturité. Ils ont pris de la maturité, sont beaucoup plus. Enfin. Je pense aussi que Max, tu prends Max Verstappen, faut dire aussi que 2 titres champion du monde, ça calme un homme quand même. Hein, donc, oui. il était beaucoup plus chien fou dans son pilotage avant ses titres. Maintenant, il est devenu beaucoup plus serein et ça lui fait du bien visiblement. Donc, et ça lui fait du bien. Et puis bon, l'écurie derrière lui, la voiture est pour lui, donc ça rassure aussi un pilote. Hein. Alors, je vais me permettre une petite allusion. Quand je faisais des critiques de catch, je me disais que certains catcheurs étaient mieux dans la position, par exemple, du champion que du challenger. Parce que justement, en tant que champion, ils ont plus de challenge à devoir défendre un titre que de devoir être le challenger où tu dis, ouais, bon, c'est bon, il va gagner le titre. Ouais. Là, Verstappen, le truc, c'est que dans la position du chassé, honnêtement, ça lui va beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus serein. Il sait qu'il est devant et par définition, ça lui libère un poids. Je pense que ça lui fait du bien à Verstappen de montrer justement ce qu'il est capable de faire en étant le chassé et pas le chasseur. Je pense qu'il y a des pilotes comme ça qui sont. Regarde Hamilton, tu le mets dans la position du chasseur, il est beaucoup moins bon. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Et ça s'est vu et ça s'est encore prouvé cet après-midi. Oui, totalement. Donc, il est. Alors, je dirais pas qu'il est incapable de maintenir une position, mais tu sens qu'il a été beaucoup trop habitué à être devant et ne pas avoir à chasser un pilote. À la différence de Valtteri Bottas qui lui s'en sort très bien. Donc, il a encore montré aussi cet après-midi. Hein. Bottas, il a été solide. Hein. P8, je veux dire, ça tient. Hein. Ah, je propose qu'on le rebaptise Gotas indirectement. Donc, après Valtteri Blocktas, oui, on peut l'appeler Gotas, oui, ça peut marcher. Mais ouais. Cette première course donne déjà, en tout cas,
ça donne déjà une idée de qui est à surveiller, qui est intéressant, qui ne l'est pas, qui ne l'est déjà plus et qui ne le sera jamais. C'est en 2 heures de course à peine, on arrive déjà à se donner un peu un ordre d'idée. Et je pense que Jeddah et Melbourne vont le confirmer. Arrivé en Europe, on saura déjà quoi dire et quoi faire. Alors, on va passer au plus, du coup. Ouais. Ça nous permettra de faire un peu le bilan de tout ça. Hum, Euh, alors, euh, je te laisse. Alors, j'ai envie de faire des tops. je t'en prie. Je vais faire un top pilote et un top écurie directement, Ok. ce sera plus simple. Mhm. Euh, top pilote, je dirais quand même en top 3 Sargent, parce que clairement, pour une première course, pour un premier Grand Prix, c'est solide. Parce qu'il a réussi à tenir la cadence. Il a joué entre la 12e et la 10e place, voire la 9e à certains moments. Et ça, Ouais. c'est pas mal, franchement. Ouais, Chapeau à complètement. lui. En P2, qui c'est que je mettrais en P2? Alonso. C'est ce que Alonso j'allais dire. qui clairement. La pilote du jour ultra méritée, quoi, je veux dire. Oui, bah clairement, alors, plus que mérité. Qui Je clairement veux a dire, fait une course solide, il a montré qu'il avait de très beaux restes, et il a la hargne, il veut, il a les dents qui rayent le parquet, il a envie de gagner, ça se voit. Et en P1, je mettrais Verstappen, honnêtement. Et bon, en même temps, c'est ce que j'ai vraiment besoin de préciser pour Verstappen. Hein. Et pour mon classement écurie, en P3, je mettrais As, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais clairement, c'est très solide. C'est ultra solide, il joue vraiment dans le milieu, dans le midfield. Le As du fond de grille, j'ai presque envie de dire que c'est terminé. Pas tout à fait. Magnussen qui clairement fait de très belles choses. Je reprends du coup mon classement de course. c'était mal barré, hein, pourtant. Hein. C'était mal barré à la base, mais finalement, bon, il termine dans le fond de grille de la course. Mais en même temps, il y a eu pas mal de faits de course qui ont fait que. Mais pourtant, je les ai Ouais. trouvés solides. Et ça, Oui. c'est pas mal. En top 2, pareil, Aston Martin, parce qu'on peut aussi citer Stroll, qui a quand même fait un boulot intéressant, malgré sa main un peu handicapée. Et en P1, Red Bull, forcément, qui clairement a été ultra dominateur. On a oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pierre Gasly. Il part Ah oui, dernier, oui, 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 Pierre oui, oui. Gasly qui part dernier, qui fait un last to P9. Ce qui est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc du coup, je dirais bonus track. Allez, bonus track, Pierre Gasly, ouais. Parce que Gasly a fait le boulot d'un pilote numéro un, hein. Lui pour le coup. Parce Oui. qu'il a sauvé les meubles. Ah, il a. C'est ce qui permet à Alpine d'avoir des points, parce que c'était mal barré aussi là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais. C'était mal barré. Je reconnais, j'avais un peu oublié Pierre. Mais il faut dire aussi que la réalisation télé s'est plus concentrée Oh, sur les déboires de Piastri ou sur la course de Nando, plus que sur Pierre finalement. Donc, et pourtant, il a fait une ouais. excellente. Mais c'est toujours le défaut de la réalisation TV. Hein. Tu oublies toujours des trucs. Donc, c'est pour ça que tu as le multicam sur MyCanal notamment. Tu as le multicam. C'est Donc, c'est plutôt pratique. c'est plutôt pratique. Donc, ouais, je suis d'accord avec ton top. Moi, je vais faire le flop, du coup. Vas-y, vas-y. Ah, c'est vrai que le. Alors, je te laisse le flop. Je ferai le top. Je te Ça laisse le flop. marche. Alors, flop pilote. Flop pilote, on va commencer. Bon, Piastri. Ah, c'est Parce que, surprenant. alors, c'est exhaustif, hein, c'est pas dans l'ordre. Hein. Premier flop pilote Piastri parce que, voilà, première course. Alors, je dirais pas que c'est pas que c'est de sa faute. Il y a Non, eu un c'est pas. souci avec le volant. Hmm. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa C'est faute. pas de sa faute. Je mets Piastri en flop tout simplement parce que c'est pas le début de saison et c'est pas l'entame qu'on aurait aimé de lui et qu'on aurait aimé voir de lui. Je pense qu'il espérait bien plus et bien mieux, comme tout le monde. C'est voilà, c'est un flop de dommage, si tu veux. Hmm. C'est dommage pour lui. En pilote, moi je mettrais en deuxième De Vries. Ah ouais. Ouais, je mets De Vries parce que je m'attendais à bien mieux.
je m'attendais à le voir au moins P10, en fait, De Vries. Au vu de ce qu'il avait pu montrer à Monza sur une course avec une modeste Williams, là, il est dans une AlphaTauri. Alors certes, l'AlphaTauri n'est pas forcément, AlphaTauri, c'est pas forcément le team de fou ou le team à se battre en midfield. Mais je suis un peu déçu quand même de voir Nick De Vries se battre aussi loin. Et en troisième, ben, je mettrais l'autre McLaren. En fait, je mettrais Norris. Mais là, pas parce que c'est pas de sa faute, hein. C'est parce que là, pour le coup, il était nulle part. Il était nulle part et j'ai eu l'impression de voir Ricardo l'année dernière. Preuve que le défaut, c'était pas Ricardo. Sauf que le C'est défaut, c'était pas Ricardo. c'est peut-être On que est la d'accord. voiture est mal développée et ça te donne une voiture qui, du coup, n'est pas J'ai performante, quoi. hésité entre Leclerc et Norris. Je mets pas Leclerc, pourquoi? Parce qu'il a maintenu le top 3 toute la course. Enfin, toute sa Et course. toute sa course et que la fiabilité n'était pas là. Par contre, en flop écurie, Ferrari, quoi, pour le coup. Ah, bah là. Flop écurie Ferrari, parce que bah, pas de fiabilité, mais bon, on s'y attendait un petit peu. Ça avait été annoncé, Fred Vasseur l'avait dit, hein, que dégradation des pneus, fiabilité, et il l'a dit même après la course que c'était un peu la merdasse, pour rester poli. Voilà. Je mets en flop, je mets As aussi, parce que je les voyais plus haut. Sur l'ensemble du week-end, hein, Oui. j'entends. Voilà, bon, certes, Magnussen fait P13, mais Hülkenberg P15. Euh, Pourtant, il y avait de bonnes perfs oui, d'Hülkenberg, du coup, pendant la course, en plus. Donc, il y avait des bonnes perfs, mais englué dans le trafic et impossible de s'en dépêtrer, quoi. Donc, c'est qu'il y a bien un souci. Soit, c'est pas un souci du pilote, je pense que c'est un souci de la voiture, mais bon. Donc, voilà. Et dernier flop, est-ce que j'ose? oh, vas-y, ose. La FIA. Ah. Enfin, les directeurs de course. Ah oui, pour Esteban, oui. Parce que foutre 20 secondes de pénalité coup sur coup à un pilote. Alors, il y en a peut-être certaines qui sont méritées. Je parle Alors, pas forcément de la d'abord, position sur la grille, je d'abord, parle surtout des 5 secondes qui n'ont pas été respectées, surtout des 5 secondes qui n'ont pas été respectées et que les mécanos ont mis l'aileron. C'est pas normal. Normalement, les 5 secondes doivent être respectées. Et alors, ça serait 50-50, directeur et Alpine. oui, oui, en plus, parce que les 5 secondes se sont transformées en 10, puis après, il a eu 5 secondes pour autre chose, puis après, il a eu 5 Mm. secondes encore pour autre chose, pour excès de vitesse dans la Cette voie des vitesse. stands. Ouais, il a eu tout, en fait, c'est ça le problème. Donc, ouais. Il a eu tout et son contraire. Franchement, je suis pas théorie du complot, hein, mais un complotiste aurait balancé, c'est du French bashing. Ah bah, Franchement, entre Gasly et franchement. maintenant Esteban, oui, honnêtement, oui, je pense il y a un fresh bashing, j'en suis convaincu. Je veux pas polémiquer, hein, mais du temps d'Hamilton, ça aurait pas existé, ça. Bref, c'est tout pour moi. Alors, du coup, j'ai quand même voulu partager un truc très important. Je t'en prie. Le classement pilote et constructeur, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas Oui, montré du coup les classements. Donc Verstappen premier avec 25 points, Perez deuxième avec 18 points, Alonso donc 15 points, Sainz 12 points, Hamilton 10 points, Stroll 8, Russell 6, Bottas 4, Gasly qui sauve les meubles pour Alpine 2 points et l'exploit de Williams avec 1 point. ouais, Classement constructeur, bon bah forcément Red Bull qui caracole en tête avec 43 points. Aston Martin, atomise. oui alors c'est clairement atomise déjà la concurrence. Aston Martin déjà avec 23 points, Mercedes AMG avec 16 points, Ferrari qui du coup quatrième avec les points de Carlos Sainz donc 12 points. Alfa Romeo donc en 5ème position avec 4 points, Alpine 2 points et Williams 2 points. Et AlphaTauri, As et McLaren ferment la marche avec 0 points. Je suis en train de Et chercher le point du meilleur tour. le point du Je ne meilleur. sais pas je ne sais pas qui l'a eu le point du meilleur tour. Je suis en train de chercher Attends, je cherche. parce que il n'est pas dans le top 10 le meilleur tour. Il me semble que c'est Guan Yu Zhou qui l'a eu. J'ai pas l'info. Il me semblait que c'était Magnussen qui l'avait eu, non? Magnussen, Je tu crois. penses? Ah, il y en a qui disent que c'est Stroll dans le chat. Alors, je suis Non, non. je vois Guan Yu Zhou au tour 5. Ouais, c'est sa dernier tour. Guan Yu Zhou, une 33 Ah, 996. dans le dernier tour. Ah oui, d'accord, ok. Parce que j'ai Ouais, vu pendant très longtemps que c'était Magnussen. Ok, d'accord, Guanyu. Bah, GG à Guan lui. Yu Zhou dans le dernier tour.
C'est toujours une stat en plus pour lui, hein, donc... Ouais, avant-dernier tour, Guan Yu Zhou qui claque le meilleur temps au tour, mais du coup, pas de point bonus puisqu'il est hors top 10. Ah, c'est dommage que ce soit hors top 10, parce que si ça avait été... cette règle serait applicable aux 20 pilotes, honnêtement, c'est toujours un petit point qui peut être intéressant. Imagine, Max est égalité... Ça peut faire un point d'encouragement. Ouais, non mais ça peut être le point qui peut décider d'un championnat aussi. Imagine, t'as une égalité, t'as un abandon de pilote et l'autre est hors du top 10. Il suffit qu'il ait le point du meilleur tour hors du top 10 et ça te fait un point qui peut décider du championnat. C'est dommage, honnêtement, que cette règle n'existe pas comme ça. La FIA et ses réglementations. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Tant qu'on est dans les plus, est-ce qu'on a autre chose La victoire de Pourchaire ce week-end. Oui, voilà, là, je cherchais la victoire en course Alors, principale d'ailleurs. la pole position de Pourchaire et la P2 de Victor Martins. C'était pas une P3 P2. Non, les deux Hart étaient en... Les deux Hart étaient en première ligne pour samedi. D'accord, il me semblait qu'il était en P3 lors de la course sprint. Non, il était deuxième. Ok. C'est la course feature où il était troisième, je crois. Victoire de Pourchaire quand même, sur une des deux courses. Début de saison parfait pour la F2. T'imagines Hart Grand Prix qui joue le championnat avec nos deux pilotes français, ce serait énorme. Mais c'est fait. C'est fait. C'est ce qui va sûrement se passer, je pense. Je veux pas non plus tirer de conclusions hâtives. Pourrait paraître un peu intellectuel, made in Arte. Mais oui, Pourchaire entame très très bien sa saison, comme la saison dernière, puisqu'il avait gagné aussi Bahreïn l'année dernière. Très bonne entame de saison. Après, comme je te disais cet après-midi, Pourchaire ne va pas forcément avoir beaucoup de concurrence, je pense, cette année en F2, puisque ses principaux concurrents, ils sont pas forcément là. Petite info, tu veux dire, ils sont tous en F1. Ouais, soit ils sont en F1, soit ils sont ailleurs. Le frère de Charles Leclerc a très bien performé aussi ce week-end. Ah, il est en F2 ? Il est en F2, Arthur Leclerc, ouais. Ça y est. Je crois qu'il était encore en F3, autant pour moi. Non, il est passé en F2. Il est passé en F2 juste cette saison. Pareil, un week-end assez solide. La saison de F2 va être sympa quand même. Je suis désolé. Mais la F2 est toujours très prometteuse. Ces dernières années, elle était ultra prometteuse. F2, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Canal+, les week-ends de Grand Prix avec les qualifications et courses sprint et feature. Donc, le truc, c'est que bon, la F2 est très intéressante. Je pense que pour Théo Pourchaire, va falloir très très vite marquer des points et montrer ce qu'il est capable de faire s'il veut avoir sa place chez Audi. Alors, à moins que nos deux amis Bottas et Zhou Guanyu restent jusqu'à chez Audi, mais il va falloir que Théo marque très très vite des points s'il veut montrer sa valeur au championnat, en espérant qu'il ait des places qui se libèrent pour l'année prochaine. Normalement, il y a des fins de contrat fin 2023. Ouais. Donc il y a moyen de moyenner, comme on dit. Il y a matière. On parle aussi de la pole position de Romain Grosjean à Saint-Pétersbourg, du coup, en IndyCar. Ouais. Pole position qui s'est malheureusement soldée par un crash avec Scott McLaughlin, du coup. Ouais, j'ai vu le crash. Moi aussi. Franchement, c'est honteux. Là. Ouais, franchement, ouais. Parce que le mec sort des stands, il a des pneus frais qui sont gelés, mais littéralement gelés. Il a pas de grippe. Le mec est à l'intérieur et il ose fermer la porte à Grosjean. Mec, tes pneus sont gelés. Qu'est-ce que tu vas défendre? C'était pour le haut du tableau. Qui se défend, il n'y a pas de souci. Mais Grosjean, il avait les nerfs. Franchement. Il était plus qu'en colère. Regarde comment il était face au pneu. Il était en colère quand il est sorti de sa bagnole. J'aurais été pareil. Il donnait des grands coups de poing dans les pneus. Ah ouais, non, mais pareil. J'aurais été pareil. J'aurais pété un câble, honnêtement. C'est vraiment abusé. Et du coup, ça a offert la victoire à Marcus Ericsson. Oh. Tu n'as rien le droit de dire, il a gagné les 500 miles. Je m'en bats les couilles, oui, j'ai envie de te dire. Il y en a plein qui gagnent les 500 miles, c'est pas pour autant que c'est des légendes, excuse-moi. Hein, Ouais, bon. Marcus Ericsson qui gagne la course. Pat Howard qui finit deuxième. Comme quoi. En fait, Marcus Ericsson, le truc, c'est que oui, on se touche la nouille parce qu'il a gagné les 500 miles. Qu'est-ce qu'il a fait en F1 ? Rien. On se rappelle de lui pour son crash à Monza en 2018, c'est tout.
Et encore, c'était pas un petit crash, hein, donc Ouais, enfin, à Monza, il y aurait pas toutes les normes de sécurité qu'il y a aujourd'hui. À Monza, il y laissait la vie, hein. je pense. Parce que franchement, son crash à Monza, Non mais voilà, le mec se relève, mais le mec n'a rien foutu en F1 et limite il se permet des leçons de morale à Romain Grosjean quand il y a eu son accrochage avec New Garden l'année dernière. Mec, j'ai envie de lui dire, mais ferme ta gueule, quoi. Je suis désolé. T'as gagné peut-être les 500 miles, sauf que pendant ce temps-là, Romain Grosjean, il a fait des petits podiums assez intéressants et des P2 face à des champions du monde ou des futurs champions du monde. Toi, qu'est-ce que t'as foutu en F1, hein, à part te la raconter avec quand il était chez Sauber. Alors, il était avec qui chez ça y est, Sauber? je l'ai énervé. Je l'avais dit, Non, non, hein. non, je suis pas. Non, mais attends, il y a eu la 2018 avec Charles et il a fait des saisons avant où il a piqué la place à l'autre néerlandais, Van der Garde. Il a piqué Oui, Guido, ouais. voilà, il a piqué la place de Van der Garde. Excuse-moi, mais bon, je suis désolé, hein. Parti en IndyCar, quand t'es un ex-pilote de F1. Bon, pour Romain, c'était parce qu'il voulait tenter un challenge, mais pour Ericsson, c'était parce qu'il avait pas de baquet pour l'année suivante. C'était un aveu d'échec, hein. Donc, au moins, tu prends des pilotes comme Romain, bah, ils vont tester du coup les catégories d'endurance, ce qui du coup vont mettre un peu de palmarès, tu vois. Mais Ericsson, excuse-moi, à part dire, hey, j'ai gagné les 500 miles, oui, super, et alors, enfin, t'en as plein qui le Mais gagnent aussi, quoi. Donc, Ericsson a Takuma du Sato pognon aussi, il a aussi, hein. gagné les 500 miles, et pourtant il a rien fait en Formule 1, hein. Et on l'entendait pas plus que ça à l'époque, hein. Pour un Japonais, moi, je trouvais qu'il était plutôt calme, hein. Parce qu'on connaît les Japonais en Formule 1, hein. Oh, il s'est assagi avec Ça, le temps. Il s'est assagi avec le temps. ouais, mais bon, même depuis le début, hein, Takuma Sato, il a jamais trop explosé au micro, il a jamais gueulé. Bon, il disait ce qu'il avait à dire, il avait raison sur le moment peut-être, Mm. ou non, mais il a jamais eu le boulard, Takuma Sato, quoi. Alors qu'un Montoya aurait pu l'avoir. Oui, mais Mais Montoya a gagné les Montoya, 500 miles avant d'aller en F1. Donc là, l'exploit est encore ouais, plus énorme. Et pour Jacques Villeneuve, oui. pareil, ils ont gagné les 500 miles avant d'aller en F1. Gagner les 500 miles après que tu été en F1, bah super, mais qu'est-ce que t'as fait en Mais F1? pas- T'as eu ta chance Super, mais pas super. Bah, t'as eu ta chance en Formule 1, t'as rien foutu en Formule 1, et venir dire, hey, j'ai gagné les 500 miles. Ouais, super, mais qu'est-ce que t'as fait en Formule 1? Sorry, but not sorry. Bah voilà, je suis désolé, hein, donc. Alors, et ceux qui ont gagné Le Mans et qui ont gagné Monaco, il a fait quoi Ricardo depuis Monaco à part sourire comme un demeuré? Non, alors je suis pas d'accord. Ricardo, il a eu des victoires en F1 autres que Monaco. Donc, et la Formule 1 reste le Graal ultime. Avoir des victoires en Formule 1, c'est déjà une belle victoire en soi. C'est symbolique. Je veux dire j'ai gagné une course d'endurance. Oui, mais c'est une course d'endurance, c'est pas les 24 heures du Mans. Alors que dire j'ai gagné des courses en Formule 1, donc il a 6, 8, 10 victoires, je sais pas combien il en a, Ricardo, mais il a des victoires en Formule 1. C'est pas. Comme disait Pierre Gasly, quand tu gagnes une course de Formule 1, tu passes dans une autre galaxie. On te regarde différemment, tu es un vainqueur de Grand Prix. Donc c'est. Bah, disons que Ricciardo, quand l'année dernière, il a annoncé qu'il serait pas en Formule 1 et qu'il n'aurait pas de baquet de premier ou deuxième pilote, indirectement, tu fais une rétrospective de sa carrière dans le sport dans lequel il évolue depuis 10 ans. Tu poses les pour et les contre. Bon. Ouais. Ricciardo, en l'occurrence, bon, ok, il a jamais été champion du monde, mais il a gagné des courses, il a prouvé sa valeur, etc., etc. Après, certes, c'était dans le déclin pendant 3-4 ans, mais bon, euh, quand tu le compares à un Marcus Ericsson, ok, en IndyCar, il a un peu explosé, il a gagné les 500 miles, il a gagné des courses, etc. Mais tu es obligé de le descendre, on va dire, un petit peu, en mettant des grosses guillemets, parce qu'en Formule 1, oui, il avait peut-être le potentiel pour gagner des courses, mais il n'avait pas la bonne écurie. Après, c'est un souci de management aussi, Tu rigoles, je c'était Fred pense. Vasseur. Ah ouais, mais la voiture était pas aussi bonne qu'elle est maintenant aussi. Il est arrivé dans les débuts. Alors certes, Charles Leclerc arrivait à sortir son épingle du jeu, mais parce que Fred Vasseur et Leclerc s'entendent super bien et il y avait je pense, une meilleure complicité, une meilleure Mais communication. enfin, Après, t'oublies juste un truc, c'est que 2018, c'était la première saison de Charles en F1, et Charles, avec Sauber, s'est mieux débrouillé, alors que Ericsson avait déjà eu une ou deux saisons de plus. oui, Donc il n'y a pas d'excuse, je suis désolé. Alors, Babat qui fait une victoire triple couronne, et c'est un accomplissement, peu importe la discipline. oui, oui, Euh, oui. je suis désolé, Moi, je mais suis d'accord. alors,
Dan Weldon qui a quand même gagné les 500 miles alors que t'avais un ou deux mecs qui s'est craché devant lui à 10 mètres de la fin de la course Ouais. et qui gagne la course de manière opportuniste comme si c'était un Money in the Bank WWE. Je suis désolé, c'est pas une belle victoire des 500 miles. Mais il l'a gagné quand même. Il l'a gagné quand même, oui, je sais bien. Mais Regarde Verstappen en 2021, il est champion du monde. Certes, ça a foutu un ramdam pas possible, mais au final, il est champion du monde. On aura beau en reparler, c'est comme ça, tu vois. Il y a des trucs, c'est factuel. C'est ça le bah, je sais problème. bien. Après, je veux pas quand même enlever l'exploit d'Ericsson en IndyCar parce que l'IndyCar étant une voiture Faut le faire, hein. beaucoup plus rigide, beaucoup plus Faut le difficile. faire quand même, hein. Ouais. Faut avoir du muscle. Hein. Quand tu vois Romain, il l'a Ouais. expliqué, il a pris de la masse musculaire. Hein. Il est Donc, obligé. il y a de la masse musculaire, il n'y a pas de direction assistée, c'est plus rigide. C'est peut-être moins puissant qu'une Formule 1, mais c'est plus puissant qu'une Formule 2. Donc, C'est entre les deux, hein. bah, c'est presque. Une voiture IndyCar est un tout petit peu plus puissante qu'une Super Formula. Voilà, c'est ce que je. C'est une Formule 1.5 en fait. Une IndyCar, c'est une Formule 1.5. Et le truc, c'est que certes, il a gagné les 500 miles. Mais pour une victoire aux 500 miles, qu'est-ce que ça. Je veux dire, par rapport, par rapport à. Quel est le plus important? Gagner des courses en F1 mais ne pas gagner l'Indy 500 ou gagner juste l'Indy 500 mais avoir complètement raté ton opportunité de carrière en Formule 1? On se rappellera de toi pourquoi en fait? Parce que si on va par là, les vainqueurs des 24 heures du Mans, ils ont aussi une victoire en triple couronne, hein, mais pourtant on les voit que comme des pilotes d'endurance, pas comme les meilleurs pilotes de tous les temps. Quand tu vois par exemple Lewis Hamilton, tu sais que je suis pas fan de Lewis, pourtant il est Ah l'un bon? des meilleurs pilotes de l'histoire. Oui, je dis du bien de Lewis, mais il est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Il a 7 titres de champion du monde, mais il n'a jamais Ouais. couru aux 500 miles. Michael Mhm. Schumacher, pareil. Mhm. Sébastien Loeb, pareil. Parce ils n'ont pas gagné qu'une épreuve. Parce que gagner Monaco ou gagner les 500 miles, c'est super. Mais est-ce que tu as gagné un titre de champion du monde? Un titre de champion du monde vaut autant qu'un titre de la triple couronne. La triple couronne, c'est comme le Ballon d'Or, c'est un titre honorifique. Mais c'est pas un titre qui se fait. Enfin, t'es pas Non, dans. mais Voilà, je donc. comprends je comprends ce que tu veux dire. Après, voilà, c'est des choses factuelles, malheureusement, on peut pas revenir. Sans Bah, deck, t'aimes pas beaucoup les oui, j'aime pas beaucoup Lewis, mais je suis quand même capable de reconnaître du talent vis-à-vis de Lewis. Ah, mais je te suis à ce niveau-là. Bon, alors avant de terminer cette émission, nous Oui. allons faire des petits pronos. Oula. Oula, comme tu dis. Alors, on se fait uniquement les podiums. Alors, Ouais. Paul, donc le poleman et les trois du podium. Ok. Pour Jeddah? Ouais, pour Jeddah. Ok. Je te laisse y aller. Pole position Verstappen. Mhm. Podium. Podium. Victoire Verstappen. Euh, P2, j'ai envie de dire Perez encore. Mhm. Et P3. Bon, on va pas se fatiguer, le même podium que ce soir. Ah, je vais faire de la prise de risque. Verstappen, Perez et Alonso. J'ai hésité entre Leclerc et Alonso, mais au vu de ce qu'a donné la voiture aujourd'hui, pas osé. Moi, je vais faire Paul, je vais faire Verstappen. Mhm. Et dans le podium, P3 Charles, P2 Max, P1 Alonso. Victoire d'Alonso? Ouais. J'y crois parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'Aston Martin, c'est un melting pot de plein de voitures. Moteur Mhm. Mercedes, ils ont les baignoires de chaque côté de la Red Bull avec un peu de Ferrari. Mhm. Donc c'est-à-dire qu'ils ont normalement toutes les cartes à jouer et si tu prends normalement le moteur Mercedes, il est loin d'être mauvais, surtout en termes de puissance. Ouais. Donc j'ai envie d'y croire, surtout Alonso sur un circuit aussi technique que Jeddah, parce que, enfin je dis technique, il y a certaines parties qui sont Mhm. assez techniques quand même. Hein. Ah oui, oui, Donc oui, oui. Schumacher s'en rappelle encore. oui, donc
J'ai envie d'y croire pour Alonso. Attends, je réfléchis. Non, mieux que ça. P3 Quoi? Sainz, P2 Verstappen, P1 Alonso. Ouh. Sainz P3? Ouais. T'es optimiste. Bah, je sais pas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire Pourquoi pas? parce que l'année dernière, il a quand même fait, je crois, une P2 ou une P3. Non, P2, parce que P3 c'était Lewis. Je vais te dire. Charles Carlos Lewis. J'ai un doute. J'arrive. Verstappen, Leclerc, Sainz. L'année dernière Hmm. Verstappen, Leclerc, Sainz. Ok. Perez, Russell, Ocon, Norris, Gasly, Donc, Magnussen, Hamilton. Sainz peut faire une P3 à nouveau. Verstappen, pourquoi pas. Je pense que ça va se jouer à la qualif. Mais qualif de Verstappen, victoire d'Alonso. Et je pense que ça va. Ça peut donner une bataille à la Sylvain Lévy des Piello, comme au GP Explorer. Ouais. Pour moi, ça peut être ça. Honnêtement. Avec un meilleur tour de Leclerc en 1:31 634. L'année dernière Mm. Ouais. Ouais, moi, Et spoiler alerte, le tour le plus lent, c'était Nicolas Latifi. Oh, c'est surprenant. Non, mais ouais, je maintiens Sainz, Verstappen, Alonso pour le podium de la semaine, dans 2 semaines. Alonso, Verstappen, Sainz, ok. Et moi, le même podium qu'aujourd'hui. Bon, bah écoute, on verra bien. Hein. Et tu t'as dit Paul Polman Verstappen. Verstappen. Donc on a le même Polman. Ouais. Bah écoute, ça me paraît bien. Je vais me permettre de faire un petit teasing parce que j'ai reçu un petit message d'un auteur, d'un auteur de livre qui m'a contacté pour parler de son livre. Donc du coup, il est fort possible que pour les plus, dans 2 semaines, je parlerai d'un livre sur la Formule 1. Donc voilà, je n'en dis pas plus, ce sera la petite surprise. Mais si vous avez suivi l'année dernière les critiques que j'avais pu faire, j'ai pu notamment parler de ce magnifique livre Imola. Ah oui, c'est vrai que c'est à l'envers. Merci ma caméra d'être à l'envers. Imola le jour d'après, je traduis. Voilà, Imola le jour d'après, écrit par Hilario Pax. Et je viens de retrouver une carte DBZ. Me demandez pas. Ah, bah je me demandais où elle était. On a le marque-page qu'on mérite. Hein. Après, c'est toujours Ah bah pareil. ouais. Truc tapion, voilà. Et donc du coup là c'est un livre à peu près dans la même veine que le livre sur Imola. Ça reste une, une chronique. Non, pas tout, ce n'est pas Ajomi, c'est Imola. Oui, Non, ça Alomi. Alomi. Ça fait Alomi. Bah, le L à l'envers, ça fait un J. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, pardon, oui, Ajomi, oui. Excuse-moi. Donc ça Tu reste. savais pas Ajomi, c'est une banlieue de Tokyo. Tu connais pas? Bien sûr, non, je ne connais pas. Non, non, non. Toi, t'as trop joué à Yakuza, c'est pour ça. Ne c'est pas vrai. Non, pas du tout. Moi, j'aime Euh, pas Yakuza. En plus. Donc voilà, je risque de parler de littérature Formule 1 d'ici 2 semaines. Voilà, voilà. Donc, encore une fois. Je me permets de te poser la question, est-ce que tu as préparé le quiz? Parce que je suis chaud patate. Je n'ai pas eu le temps de préparer le quiz. Je m'en doutais. Je n'ai pas eu le temps de préparer le quiz, donc on verra ça dans 2 semaines. Ouais, Je non, m'en bah, doutais. j'ai été un peu occupé. Je suis tellement à la bourre en ce moment que je suis en train de perdre mon avance vis-à-vis des clips. Ah, c'est moche. Oui, c'est très moche. Hein, je fais des clips normalement tous les jours et en fait, je suis en train de perdre mon avance. Ouais, donc la fatigue, tout ça, bah tu connais. Hein, Ouais. hein, Oui, je connais. ouais. Bon, et bien, c'est ainsi que se termine du coup ce Smeo Racing Talk, 2e édition. On se retrouve du coup, alors pour ma part, jeudi prochain pour le stream sur Skyrim. Vous retrouverez du coup cette émission en rediffusion mercredi prochain du coup. Alors matin, enfin plutôt vers midi, mercredi midi prochain sur ma chaîne YouTube Smeo Studio. Encore une fois, si vous faites la commande, donc je crois que c'est point d'exclamation YouTube, si je dis pas de bêtises. Oui, ça marche. Vous avez accès à la chaîne YouTube avec du coup les critiques jeux vidéo, chroniques jeux vidéo, critiques ciné, séries, etc. Et maintenant, émission de Formule 1. Ellie, quand c'est que tu streams toi?
Demain soir. Demain soir. Eh ben écoute, rendez-vous chez ce monsieur, donc Elijah Racing, Elijah RTV. Alors tu vas streamer quoi? Poker, Alors, moi, ça camion, va être... Ouais, non, poker, ça va être poker. très simple, ça va être très chill, hein. On va essayer de ne pas trop se faire plumer, on va écouter un petit peu de bon son, puis on va discuter tranquillement. Voilà, c'est le stream du début de semaine du lundi, en général, c'est très cool. D'accord. Très très cool, très très chillax. Alors du coup, tu streames quand? Parce que lundi, oui, et tu streames quand d'autre? Pour l'instant, lundi et vendredi. Lundi et vendredi, ok. Lundi et vendredi, mêmes horaires que ce soir, 21h30. Vendredi, je fais du Euro Truck Simulator ou du American Truck, ça va dépendre. Mhm. Mais et le lundi, ouais, pour l'instant, on reste sur du poker, sur un jeu, sur Governor of Poker 3, qui est un jeu gratuit sur Steam et sur portable également. Si vous souhaitez le télécharger, c'est possible. Donc ouais, tranquillement, tout Ok. tranquille, Ah, tout tranquille. je t'avoue, moi, le poker, j'ai quelques bases en poker. Je suis pas normalement trop mauvais, mais je suis pas excellent, donc je suis dans la moyenne. Bah, après, c'est comme tout, hein. Il suffit de jouer un petit peu plus et de s'intéresser un peu au jeu et de comprendre un petit peu tous les rouages. Et puis après, une fois que tu as ça dans la tête, Bah, le t'avances, poker, hein. c'est un peu comme le jeu des 7 familles. Hein. Tu essaies de faire des familles Hmm. ça peut être famille par chiffre, Sauf famille que, par type de carte, etc. Donc, exactement. Et à l'aise comme Fatal, Babat. bon, eh bien, c'est ainsi que se conclut ce live. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines émissions, de prochains shows, de prochains streams. Ellie, merci à toi d'être passé. Tu repasses quand Merci tu à veux. toi de m'avoir invité. Bon, on a invité. Ceci est ton temple, bien évidemment, mon ami. Disons qu'on a mis du ciment entre deux pierres et toi, t'es en train de mettre la charpente. Voilà, Voilà, c'est exactement. J'ai essayé de faire un stream qui a de la gueule. c'est beau. C'est beau. C'est beau. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes parmi nous dans la diffusion, dans le chat. Donc du coup, gros bisous à tous. Salut!